ceux qui bonjour. C'est bon. Bonjour. Et bonjour à tous, merci pour votre présence. Quelques mots pour nous présenter. Donc, Yoann Martin, je suis médecin généraliste dans une maison de santé à Pont-Gibaud, dans le Puy-de-Dôme, et membre du conseil d'administration de Avec Santé, en charge du système d'information. Et moi, je suis le docteur Étienne Deslandes, je suis médecin généraliste dans le Puy-de-Dôme aussi, dans un petit village qui s'appelle Pont-au-Mur, d'où on vous accueille aujourd'hui. Moi, je participe à la FEMA-SORA. Nous allons passer donc 45 minutes ensemble et pour ce faire, nous vous proposons 3 temps. Un premier temps sur la restitution de l'enquête qui a été réalisée fin d'été dernier et qui initialement était prévue courant des rencontres de Bordeaux qui ont été reportées. Ensuite, dans un deuxième temps, nous vous ferons un compte-rendu de la mini-enquête qui a été réalisée en amont de ce webinaire, puis un temps d'échange ensemble. Et afin de préparer ce temps d'échange, vous pourrez, si vous le souhaitez, durant les présentations, marquer vos questions. Alors, vous avez un onglet en haut à droite, marqué questions, et donc là, vous pouvez nous envoyer vos questions et on répondra à ces questions dans le temps d'échange. Bien sûr aussi, pendant les présentations, si vous le souhaitez, vous pouvez échanger sur le chat. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, on va peut-être lancer la première présentation. Alors. Donc, on a lancé une étude courant septembre de l'année dernière, septembre 2019, qui portait dans un questionnaire qui était adressé aux professionnels de différents MSP à l'échelle nationale. L'objectif de cette étude, devant un constat qu'on avait, un ressenti qu'on avait de difficulté d'utilisation du système d'information, l'idée c'était d'essayer un petit peu d'évaluer comment ce système d'information était utilisé dans les équipes et qu'est-ce qui posait problème. On a eu un certain nombre de réponses. On a 318 questionnaires ont été recueillis avec une bonne représentativité au niveau des différents professionnels, des différents types de professions, puisqu'on a eu des médecins, des infirmiers, des kinés, coordinateurs, orthophonistes, sages-femmes, des pharmaciens, des diététiciens, podologues et orthoptistes. On a aussi une bonne répartition sur le plan géographique, puisque toutes les régions de la France métropolitaine étaient représentées, ainsi que la Réunion. Et puis, on a aussi une bonne représentativité en termes de logiciels. Les logiciels qui étaient un petit peu évalués étaient les logiciels qui sont labellisés par l'ancienne, à l'époque, par la ZIP. Et on a un éventail assez large de logiciels, puisqu'on a eu des réponses de personnes qui avaient pour le logiciel VEDA, Chorus, Mon logiciel médical, Elodoc, EO, Axi Santé, Alma Pro, Acteur Consult, Crossway et Medimust. Par la suite, pendant la présentation, on va vous présenter un petit peu quels sont les résultats et puis quelles étaient les problématiques qui ont été posées. Mais on va essayer de se décentrer de chaque logiciel. On va essayer de parler des problématiques d'une manière plus générale. Donc j'éviterai par la suite de citer des logiciels, des types de systèmes d'information. Le premier constat qui est vraiment flagrant, c'est que l'ensemble de ces systèmes d'information, l'ensemble de ces logiciels sont conçus pour les médecins généralistes et sont utilisés surtout par les médecins généralistes. Ça, on le voit par deux chiffres. Le premier, c'est qu'on constate qu'à la question « Est-ce que vous trouvez ce logiciel adapté pour votre pratique personnelle ?» 85% des médecins répondent oui, contre seulement 40% des autres professionnels de santé. On constate aussi dans le fait qu'il n'y a qu'un tiers des professionnels autres que médecins qui utilisent ce logiciel en tant que logiciel métier, alors que la quasi-totalité, 96% des médecins utilisent ce logiciel en tant que logiciel métier. On voit aussi qu'il y a une variabilité au niveau des différents professionnels. Il y a certaines professions qui utilisent un petit peu plus ce logiciel en tant que logiciel métier, notamment les sages-femmes et les diététiciens et diététiciennes. Ceux qui l'utilisent très peu sont surtout les kinés, les infirmiers, puis on voit aussi orthoptistes, les pharmaciens. On n'avait aucun pharmacien, par exemple, qui l'utilisait comme logiciel métier.
La question naturellement était quels sont les freins qui sont responsables de ce constat-là, quelles sont les difficultés pour utiliser ce logiciel en tant que logiciel métier pour l'ensemble des professionnels de santé. Il y a quelques fonctionnalités qui ont été citées comme améliorées et non utilisables par certains professionnels. Ce qui ressortait était principalement la facturation et la comptabilité pour les kinés et pour les infirmiers. La difficulté de tout ce qui est gestion administrative, notamment la gestion des tournées, de l'agenda, c'est encore souvent cité par les infirmiers et les kinés. Et puis on constatait aussi que souvent tout ce qui était fonctionnalité d'intégration de données, de formulaires spécifiques, par exemple des bilans kinés, des consultations type pour certaines professions, souvent ce qui était critiqué, c'est que c'était plutôt centré médecin que autres professions. Certaines personnes ont commencé à proposer ici éventuellement d'avoir une meilleure interopérabilité avec leur logiciel. Plutôt que de se dire je vais utiliser uniquement un logiciel qui serait le logiciel le même que tout le monde, pourquoi ne pas garder mon logiciel métier à moi, mais qui soit interopérable avec le logiciel de l'équipe. On s'est rendu compte à ce stade de l'étude que on avait besoin d'approfondir cette question-là, c'est-à-dire d'approfondir quelles sont les fonctionnalités qui ne sont pas adaptées, quels sont ces freins. À l'origine, on avait prévu du coup d'essayer d'y répondre lors des rencontres de Bordeaux qui ont été reportées à fin mai 2020 et 2021, pardon. Et donc, comme on n'a pas pu le faire à ce moment-là, on a relancé une seconde petite étude que je vous présenterai par la suite. La deuxième partie de l'évaluation portait sur l'outil du pluripro, c'est-à-dire qu'on considérait ce logiciel d'abord comme logiciel propre, comme logiciel métier que j'utilise moi en tant que professionnel, et après, comment est-ce qu'on utilise ce logiciel en tant que logiciel d'équipe, en tant qu'outil d'équipe. On constate à ce niveau-là que souvent les logiciels sont mieux adaptés, puisque à peu près deux tiers des professionnels qui étaient interrogés trouvaient que leur système d'information était adapté au travail en équipe. On constatait à ce niveau-là une très très forte variabilité en fonction des logiciels. Pour certains logiciels, il n'y avait que 25 personnes qui trouvaient que c'était adapté pour le travail en équipe. Pour d'autres, ça allait jusqu'à 75%. Donc ça, c'était assez franc. Et on constatait aussi une variabilité en fonction des professionnels. À peu près la moitié des médecins trouvaient que le logiciel était adapté au travail d'équipe, contre 3/4 des autres professionnels de santé. On constate aussi un petit peu ici encore la dualité qu'on a constatée auparavant, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que les médecins utilisent ce logiciel comme logiciel métier plus que comme logiciel d'équipe, alors qu'à l'inverse, pour les autres professionnels de santé, souvent, si ce n'est pas un bon logiciel à utiliser pour son métier à soi, ça semble être un bon logiciel pour l'équipe. Donc voilà pour la première enquête qui a été menée donc à l'automne. Comme je vous disais sur la slide précédente, il nous restait à savoir un petit peu quelles sont plus précisément, quelles sont les fonctionnalités qui ne sont pas adaptées et pour quelles professions. Donc on a relancé une petite étude, peut-être qu'on va passer à la deuxième présentation. Et juste en intermédiaire, du coup, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées entre-temps, on rappelle juste une chose, c'est qu'il y a 3 temps, la première enquête, la deuxième qui est la mini-enquête que Étienne va vous présenter tout de suite, puis ensuite dans un troisième temps, les réponses aux questions, et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en haut à droite pour qu'on puisse les récupérer et y répondre, et bien évidemment, je le vois, vous pouvez interagir sur le chat aussi. Et puis enfin, très important, ce webinar, il sera en replay. Donc, si vous avez raté le début, vous pourrez le revoir, ce début en replay. Et le lien pour revoir ce replay vous sera envoyé juste à la fin de ce webinar. Donc, du coup, à la fin, vous pourrez aller vous reconnecter et revoir le début pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Voilà. Merci. Excuse-moi, Étienne. Non, très bien, très bien. Merci, Yoann. Du coup, en effet, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints un petit peu là sur la fin de la présentation. Je vais juste faire un petit résumé rapide pour introduire cette deuxième enquête. Le constat de la première enquête, c'était que la plupart des logiciels étaient adaptés en tant que logiciel pour les médecins, l'étaient beaucoup moins pour les autres professionnels de santé, qui considéraient plutôt comme un logiciel utile pour le travail en équipe. Donc, la deuxième enquête a suivi ce constat-là. Et dans cette enquête-là, on a essayé d'évaluer un petit peu, pour chaque fonctionnalité, qu'est-ce qui serait à modifier.
Donc, c'est une enquête qui a été lancée à la fin du printemps, début d'été 2020. On a eu moins de réponses, mais on était plutôt sur ce qu'on recherchait, c'était plus un petit peu, c'était des questions un peu ouvertes, donc on était plutôt sur du qualitatif, ce qui est moins gênant, pour cette raison que c'est moins gênant d'avoir un petit peu moins de réponses. On avait quand même une bonne représentation des différentes professions, puisqu'on avait des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, des médecins, des sages-femmes, des diététiciens, des diététiciennes et coordinateurs. On avait aussi une bonne représentation au niveau des différents logiciels, ce qui était représenté Veda, mon premier chorus, mon logiciel médical, HelloDoc, Axi Santé, EO Acteur Santé et Docteur Santé. Le questionnaire a été fait de façon assez simple. À chaque fois, on citait une fonctionnalité. Et pour cette fonctionnalité, on posait la question, est-ce que vous pouvez nous donner une note entre 0 et 5? Et puis, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait modifier? La première fonctionnalité qui a été proposée, c'est l'agenda partagé. On voit à ce niveau-là que la note est plutôt basse, puisque la note moyenne est de 2 sur 5. Ce qui ressortait de l'étude, c'était que pour la plupart des professionnels non médecins, la gestion d'agenda semblait inadaptée, notamment pour la gestion des tournées pour les infirmières, qui semblait très difficile. Et au final, l'agenda était souvent aussi peu utilisé par les médecins, puisque beaucoup d'entre eux étaient passés sur un agenda en ligne. La deuxième chose qui a été évaluée, c'était la mobilité. La connexion à distance de son poste sur le logiciel. La note était un petit peu mieux, mais elle restait très moyenne, puisqu'on a une note moyenne de 2,7 sur 5. Ce qui est constaté, c'est que souvent, cette version mobile est moins fonctionnelle que la version classique. Par exemple, parfois, il y a moins de données. Dans certains logiciels, on n'a pas accès, par exemple, aux pièces jointes ou à certains formulaires, et puis il y a moins de fonctionnalités. Une autre problématique était aussi, pour certains logiciels, l'impossibilité de se connecter hors ligne, notamment pour des logiciels qui sont en ligne et pour lesquels, lorsqu'on est chez un patient qu'on ne capte pas, du coup, on ne peut pas avoir accès au dossier patient. Ensuite, au niveau de la structuration des dossiers, la note est meilleure puisqu'on a une note moyenne de 3,4 sur 5. Le constat, c'est que ces logiciels, pour la plupart, permettent une vision synthétique des dossiers, ce qui est intéressant pour le travail en équipe. Par contre, cette vision synthétique, souvent, elle est complexe à obtenir, parce que ça demande souvent de créer parfois des outils pour avoir des petits résumés. Et puis surtout, ça demande un gros travail en amont, en équipe, pour se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va structurer les dossiers, comment est-ce qu'on va coder les antécédents, les types de consultes, ainsi de suite. Pour certains logiciels aussi, ce qui ressort, c'est qu'ils aimeraient bien pouvoir avoir plus d'informations en même temps. Par exemple, pouvoir ouvrir 2 dossiers, ce qui parfois n'est pas possible, ou lorsqu'on est sur une fenêtre, pouvoir ouvrir une autre fenêtre, ce qui dans certains logiciels aussi n'est pas possible. Ensuite, au niveau de la création des documents types, une note moyenne à 3,1 sur 5. Ce qui est souvent apprécié, c'est le fait de pouvoir créer soi-même ou en équipe, ou de pouvoir modifier des documents types dans les logiciels. Le fait d'avoir la main est plutôt positif. Par contre, c'est souvent jugé comme compliqué pour des équipes qui, parfois, avec des connaissances ou des affinités informatiques qui sont variables. Ce qui a été proposé éventuellement, ce serait d'avoir potentiellement une aide pour créer ces documents de par le logiciel. Et pour certains logiciels, ce qui ressort, qu'on avait déjà vu dans l'étude précédente, c'est qu'ils ont l'impression que certains logiciels proposent beaucoup de documents types pour des médecins, mais peu pour les autres professions. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, des bilans kinés, des consultations types pour certaines professions. Au niveau, alors le renseignement des informations médicales, ça c'est tout ce qui est toutes les informations qu'on a au lit du patient, ou les pièces jointes, les photos, les observations, ainsi de suite. Une note qui est plutôt bonne, à 3,5 sur 5. Ce qui est souvent très apprécié, c'est le fait de pouvoir facilement mettre des photos dans les dossiers des patients, notamment à partir d'une connexion rapide sur un portable, par exemple. On peut prendre une photo rapide directement intégrée dans le dossier. Et puis ce qui ressort aussi, qu'on a déjà vu dans la problématique de la mobilité, c'est que l'intégration des données est souvent plus difficile, moins bien faite sur les versions mobiles.
Au niveau de l'interopérabilité, une note moyenne qui est à 2,5, ce qu'on essayait un petit peu d'évaluer, c'était surtout l'interopérabilité avec les messageries et le DMP. D'une manière générale, c'est très apprécié le fait de pouvoir, que ce soit pour le DMP ou pour la messagerie, avoir un accès direct depuis son logiciel propre, de ne pas avoir passé par les interfaces spécifiques de chaque messagerie. Certaines messageries semblent mieux marcher que d'autres au niveau de l'interopérabilité. Et au niveau du DMP, donc c'est pareil, en général, on est bien content de pouvoir aller directement sur le DMP du patient sans ouvrir l'onglet DMP. Mais l'intégration des dossiers est parfois complexe. Ce qui ressort souvent, c'est le trop de clics. Et on revient un petit peu sur l'idée qui avait été proposée aussi sur l'étude précédente. Certains proposent éventuellement de garder un logiciel métier, notamment quand il y a des choses un peu complexes dedans, des bilans complexes, et de pouvoir les intégrer très facilement avec une interopérabilité améliorée avec nos logiciels métiers. Au niveau des prescriptions, une note moyenne qui était à 3,5. Une fonctionnalité qui est appréciée, c'est le fait de pouvoir identifier facilement un traitement de fond. C'est très visuel, c'est pratique, par contre, souvent, c'est complexe. C'est-à-dire que parfois, le fait de modifier une ordonnance va changer le traitement de fond, ou inversement, et parfois, on se perd un petit peu là-dedans, ce qui peut amener à des erreurs et puis à certains risques. Après, là, on était sur des exemples de logiciels spécifiques. Pour certains logiciels, il était constaté le fait il manquait la possibilité d'avoir un visuel du dossier, d'ouvrir par exemple une page avec, on revoit le dossier du patient en même temps qu'on fait la prescription. Ou alors pour certains logiciels, certains auraient aimé pour mettre en place des alertes. Par exemple, je fais un traitement, je renouvelle le traitement de fond pour 3 mois. J'ai 3 mois après l'alerte de monsieur un tel, son traitement est fini. Et puis encore et toujours ce même problématique du fait que ces prescriptions sont souvent pas adaptées pour les autres professions. Par exemple, c'est souvent très facile de trouver un traitement, une thérapeutique, mais ce sera peut-être plus compliqué de trouver des pansements, par exemple, ce type de difficulté. Au niveau de la facturation, une note qui était à 2,5 sur 5, le constat principal, c'est qu'on a 2 professions, infirmiers et kinés, qui ne peuvent quasiment pas l'utiliser pour une grande partie des logiciels. Donc là, on était vraiment sur les fonctionnalités qui touchaient l'utilisation propre du logiciel en tant que logiciel métier. Après, on a essayé d'évaluer dans une deuxième partie les fonctionnalités qui étaient plus sur l'utilisation du logiciel en tant qu'outil de l'équipe. On a divisé ça en 3 parties, 3 fonctionnalités. La première est la communication interprofessionnelle. Souvent, ça se traduit par une messagerie interne. La note n'est pas extraordinaire, 2,5 sur 5. Le fait de pouvoir communiquer facilement et de façon sécurisée est souvent très apprécié. Par contre, la fonctionnalité n'est parfois pas adaptée. Il manque souvent une communication type chat, parfois c'est juste une question-réponse unique et on ne peut pas rebondir. On ne peut pas créer de groupe de communication. On peut pas. C'est moins facile que sur des outils de messagerie pure. Et puis aussi, souvent, ce qui ressort, c'est le manque de réception de notifications hors connexion, puisque certaines professions, comme ce n'est pas leur logiciel propre, ne l'ont pas ouvert toute la journée, donc ne sont pas toujours connectés. Et du coup, ils sont obligés d'aller voir régulièrement s'il y a des messages qui sont arrivés. Ils aimeraient bien pouvoir le savoir sans forcément se reconnecter à chaque fois. Le deuxième item, c'était l'organisation des réunions. Une note qui est un peu meilleure, à 3,2 sur 5. Là, je vous cite ce qui a été dit pour certains logiciels. Certains trouvaient que dans un logiciel, il manquait on pouvait lier les dossiers des patients directement à la réunion, mais on ne pouvait pas ouvrir facilement le dossier du patient pendant la réunion. D'autres regrettaient la possibilité justement de pouvoir lier un dossier patient à une réunion pour pouvoir facilement le regarder pendant la réunion et puis ensuite faire le compte rendu. Le troisième item, c'était la création d'outils pour les protocoles, que ce soit des grilles d'évaluation, des formulaires, des documents types, prescription type, bilan type. La note moyenne était de 2,4 sur 5.
Certaines personnes disaient qu'ils avaient très peu d'outils dans leur logiciel pour le faire, qu'ils le faisaient peu parce qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé d'outils pertinents. Pour certains logiciels, ce qui manquait, c'était le fait de pouvoir mettre un petit lien hypertexte, que ce soit vers un PDF par exemple, ou que ce soit vers un lien Internet. Et puis ce qui ressortait aussi, c'est que ce qui serait intéressant éventuellement, ce serait d'envisager un partage des différents documents types sur les protocoles ou entre les maisons de santé, entre les différentes équipes. Restait aussi la problématique de la formation. Ça, c'est une problématique qui est ressortie assez régulièrement dans les réponses. C'était, oui, le logiciel est bien, on peut faire plein de choses, mais c'est des logiciels qui sont performants mais complexes, avec une prise en main qui est souvent difficile, et souvent la formation initiale ne suffit pas ensuite pour aller sur du travail de création d'outils pour des protocoles, de gestion de l'outil de réunion, ainsi de suite. Et souvent, dans les équipes, sont décrits des différents niveaux de formation au sein des différentes personnes, ce qui peut parfois limiter un petit peu l'usage du logiciel dans l'équipe. À ce niveau-là, on avait fait 2 propositions par lesquelles il fallait juste répondre par oui ou par non. La première proposition qui était dans cette courte étude était pensez-vous qu'il serait intéressant de proposer dans les futures négociations une augmentation de la CI afin de flécher un financement de formation continue sur le SI en équipe? Donc là, on a eu un oui à 81%. Et la deuxième proposition était pensez-vous qu'il serait intéressant de monter un programme de formation continue pluriprofessionnel dédié au système d'information et financé par les organismes de FMC de chaque profession. Et là encore, on avait un retour qui était positif à 81%. Voilà pour le petit retour sur ces 2 enquêtes qu'on a fait au cours de cette année. Donc maintenant, on va passer un petit peu aux questions. On va passer aux questions, bien sûr. Alors, on a une première question qui est de Sylvain et qui nous posait la question maintenant que Medistory est labellisé, est-ce que vous avez une idée de son utilisation au sein des équipes en région? Alors à cette question, il est difficile de répondre effectivement parce que quand on a lancé le premier sondage, la première enquête, donc c'était l'été dernier, c'était en 2019. Et donc, en septembre 2019, on avait lancé fin août 2019 l'enquête, on avait pris tous les logiciels qui étaient labellisés par la ZIP directement via le site de la ZIP. Et à cette époque-là, Medistory n'était pas encore labellisé, il était en passe de l'être, mais il ne l'était pas. Et donc, du coup, l'enquête a été réalisée sans l'icône, enfin sans pouvoir cocher le logiciel, ce logiciel-là. Donc du coup, on s'excuse, mais effectivement, dans notre enquête, ce sont tous les logiciels qui étaient labellisés à l'instant de notre échantillonnage que l'on a pris. Toute la liste disponible, mais on pouvait pas sortir de cette liste-là. Voilà, donc malheureusement, on peut pas répondre à cette question. Je vous rappelle aussi, voilà, on peut enlever le partage d'écran. Tiens, d'ailleurs aussi, si tu le souhaites, comme ça, on est plus, voilà, on est un petit peu plus en visu. Ça permet d'avoir un peu plus de clarté. Une autre question qui est quel poids peut avoir une enquête comme celle-ci pour inciter les logiciels à s'adapter aux attentes des équipes? Alors, ça va être dans la conclusion. Effectivement, l'idée de cette enquête qui a été lancée initialement suite à une concertation qu'on avait eue en conseil d'administration de Avec Santé, c'était dire que précédemment, avec la ZIP, on avait des réunions qui permettaient de faire évoluer ce qu'on appelait le cahier des charges. Et il y avait la V2, d'ailleurs, du cahier des charges, pour ceux qui connaissent. Et puis, la question, c'était est-ce qu'on passe sur une V3 ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Et puis, l'idée, c'était directement de poser la question aux utilisateurs, c'est-à-dire à l'ensemble des professionnels en MSP qui l'utilisent et qui ont des interrogations sur l'évolution de leur SI. C'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'on a
un SI qui, depuis 1 an et demi, a peu évolué par rapport aux demandes pour certains professionnels importantes. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de dire, on fait une enquête, on fait une mini-enquête pour confirmer la première et surtout pour alimenter la première. Et puis, à partir de ces données, et bien sûr, on s'excuse, on ne peut pas donner toutes les données, on peut pas donner toutes les données avec tous les logiciels, et c'est pas possible, puisque là, c'était plutôt sur une étude globale. Et bien sûr, après, derrière, avec le conseil d'administration et avec Santé, l'idée est de pouvoir aller échanger avec les différents organismes, notamment l'Agence du numérique en santé, la Caisse nationale d'assurance maladie et les éditeurs pour faire avancer les choses. Étienne. Oui, il y a quelques questions qui arrivent. Peut-on avoir le taux de satisfaction des utilisations par des professions, par profession et par logiciel? Alors, par profession, ça ressortait un peu dans la première étude, comme je vous montrais. En gros, les médecins sont plutôt satisfaits, les autres ne sont plutôt pas trop. Or, ce qui ressort un peu, c'est les sages-femmes, qui semblent un peu plus l'utiliser. Par logiciel, on ne peut pas vous présenter là, en fait, une comparaison des chiffres du logiciel de ceux qui peut-être on a plus de satisfaction. C'était pas forcément non plus l'idée de cette enquête, puisque là, l'idée, c'était vraiment d'avoir, d'une manière générale, quelles sont les attentes de l'ensemble des professionnels sur les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut inventer dans les logiciels, qu'est-ce qu'il faut modifier. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent dans les fonctionnalités que vous avez vues détaillées. On est souvent sur les mêmes choses. Mais là, voilà, on ne peut pas, sur ce webinaire, vous donner précisément tel logiciel, tel taux de satisfaction, ainsi de suite. Et on n'a pas de toute façon, on n'a pas la finesse dans notre étude de pouvoir dire pour telle fonctionnalité, tel logiciel est plus intéressant, ni pour l'autre, puisque comme vous avez vu sur la deuxième étude, on a 18 personnes, on était plutôt sur du qualitatif que sur du quantitatif. Question suivante, le contenu de ce webinaire peut-il être relayé aux équipes adhérentes? J'imagine qu'en revanche, la diffusion au grand public est proscrite. Je vais laisser monsieur répondre. Alors, c'est ce que je disais en aparté entre l'étude et la mini-étude, c'est que le webinar est donc en replay à partir dès la fin du webinar tout de suite, donc à 13h15. Et donc, vous recevrez un mail qui vous invitera à vous connecter. Vous pourrez revoir ce replay. Bien sûr aussi, la Fédération nationale, avec Santé, la Fédération nationale, via son site, aura la possibilité aussi d'utiliser le replay de ce webinaire. Alors, Virginie nous demande quelles sont les différences concrètes entre les versions standards et avancées de ces logiciels. Ah, ça dépend des logiciels. Mais et oui, c'est très variable. Ouais. Oui, c'est difficile de répondre, puisque c'est tellement variable en fonction d'un logiciel à l'autre. Il y en a certains qui n'ont pas forcément de version standard ou avancée, qui n'ont qu'une version. On aurait du mal. Après, où est-ce qu'on peut voir un petit référentiel peut-être là-dessus? Oui, alors vous l'avez sur le site de la ZIP. Vous avez vu, il y a des logiciels qui ont une V1 et V2. C'était selon les cahiers des charges qui existaient précédemment, avec normalement les montées en charge des éditeurs sur les différents logiciels. Avec la disparition de la ZIP et la création de l'Agence du numérique en santé, ces versions-là sont un petit peu en train de changer, et donc répondre à cette question au jour d'aujourd'hui, ça serait un peu compliqué. C'est-à-dire que les choses vont évoluer différemment dans les mois à venir, puisque l'interlocuteur aussi, à l'échelle nationale, a évolué. Voilà, donc certainement que ça sera quelque chose qu'on pourra fournir, mais dans un second temps, c'est-à-dire dans quelques mois. Ce qui pose problème pour Virginie, c'est que dans le référentiel, il n'y a pas on ne voit pas les éléments en termes de fonctionnalité. Ouais. C'est toute la grande difficulté de ces cahiers des charges qui étaient complexes et qui, pour un utilisateur, sont un peu abstraits.
Sylvain nous pose une question. Est-ce que le même genre d'enquête sur les SI ou les outils de communication est envisageable auprès des structures CPTS? On sait que beaucoup se structurent sur les dynamiques MSP. Alors, la principale différence, c'est que autant le SI est un élément vraiment central de l'équipe de la MSP. Au niveau de la CPTS, ça dépend de la taille de la CPTS, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore il n'y a pas de travail aussi poussé sur un système d'information partagé au sein d'une CPTS, puisqu'on ne serait pas du tout sur les mêmes fonctionnalités, on n'est pas sur du partage de patients forcément, on est sur des choses un petit peu différentes. Donc aujourd'hui, il existe des logiciels qui vont proposer des fonctionnalités, par exemple, de messagerie sécurisée ou des plateformes sur des patients pour gestion de cas complexes, ce genre de choses, mais on n'a pas vraiment de système d'information qui cherche à être le système d'une CPTS. Oui, pour le moment, l'équivalent du SI MSP n'existe pas pour la CPTS pour le moment. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de tout ça, donc on ne pourrait pas. Après, évaluer quelles sont les attentes des CPTS ou qu'est-ce qui leur manque dans les outils qu'ils ont aujourd'hui dans le fonctionnement de leur CPTS, ça pourrait être quelque chose d'envisageable, plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'évaluer par logiciel. Manon nous demande, à chaque version, les éditeurs font largement évoluer leur prix. Pour autant, l'amélioration des services rendus reste minime. Avec Santé a-t-elle un moyen potentiellement, avec les fédés locales, d'influer cela? Alors, c'est une bonne question. L'idée, dans un premier temps, c'est de créer le dialogue. Ce qu'on disait avec l'Agence nationale du numérique en santé et puis la Caisse nationale d'assurance maladie et bien sûr avec les éditeurs. De là à faire influencer les tarifs, ça c'est autre chose. Par contre, on le sait, au sein de certaines fédérations, dans leur plateforme de communication entre les équipes, il y a des plateformes internes aux adhérents où ils peuvent échanger effectivement sur ces variations de tarifs et qui peuvent, de façon locale, au sein des fédés régionales, faire évoluer les choses. Après, au niveau national, l'idée, c'est plutôt de faire évoluer le système, c'est-à-dire le système d'information, le rendre plus efficient, plus pertinent et de le faire avancer de nouveau parce qu'en fait, il avait avancé à sa création, il avait avancé sur sa V2 et puis depuis plusieurs mois, voire même plutôt plusieurs années quasiment, on peut le dire, il y a une stagnation. Donc, c'est plutôt l'idée, c'est de renouer le contact, de recréer cette dynamique pour relancer la machine. Je pense qu'il sera plus réaliste de dire qu'on va pouvoir peut-être essayer d'influer en effet sur la façon dont ça fonctionne, d'améliorer ces logiciels en disant, vous voyez que là, on constate que ça marche pas, ça va pas dans ce sens-là, que de vouloir jouer sur les tarifs. Il faut que tu descendes sur les questions parce que ouais. C'est celles qui remontent qui sont les premières. C'est ça. Et juste, il y avait voilà. Alice qui faisait une réponse. Oui, je ne sais pas si maintenant tu avais la réponse de Alice qui dit qu'en effet, avec Santé est en échange avec l'Agence nationale du numérique et la CNAM. Marie nous pose la question pour les autres PS hors médecin. Pourquoi ne pas s'inspirer des logiciels spécialisés par profession, soit podo-évolution, médicale, kiné, légal, non, on a dit que c'était pas de logiciel, pour améliorer l'utilisation des logiciels pluriprofessionnels? Voilà, c'est une très bonne question, Marie. S'inspirer des logiciels métiers pour faire évoluer le SI pluripro, c'est toute l'idée, en tout cas dans la première étude, c'était toute la question en fait. C'était la question, c'est est-ce que ce logiciel pluriprofessionnel au sein des équipes est utilisé comme logiciel métier pour l'ensemble de l'équipe? La réponse très claire, c'est non. De la première enquête. Et c'est d'ailleurs un problème. Et puis, dans les discussions qu'il y avait aussi avec l'agence, déjà avec l'ASIC précédemment, c'était la question, c'est est-ce qu'on fait monter un cahier des charges qui demande aux éditeurs de pouvoir fournir un logiciel métier pour chaque type de métier au sein d'une équipe, ou est-ce que effectivement on a une interopérabilité entre
entre les logiciels. C'est des questions qui sont complexes parce qu'il y a des questions commerciales, il y a des questions de fonctionnement qui sont pas à notre niveau, mais le but de l'enquête, en tout cas de la première enquête, c'était bien celle-ci, c'était de se rendre compte, en tout cas de façon statistique, que la plupart des professionnels de santé, en dehors des médecins et éventuellement aussi des sages-femmes, n'utilisaient que peu le logiciel Pluripro comme logiciel métier, et que c'était un frein, un vrai frein à l'utilisation au sein de l'équipe. Donc oui, la question, ça sera de soumettre, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces logiciels métiers? Est-ce qu'on a répondu à l'ensemble des questions? En tout cas, les questions semblent se tarir. On va pouvoir, on est pile dans le timing, C'est pas mal. on va pouvoir… Ah, je vois qu'on a… On a déjà posé. Ouais. Non, c'est la question du coup. On va pouvoir du coup, si vous le souhaitez et s'il n'y a pas d'autres questions, on laisse juste une petite minute pour ceux qui sont en train d'écrire éventuellement la possibilité de pouvoir nous l'envoyer. Et sinon, on va passer à la conclusion du coup de ce webinaire. Je vois que on est d'accord. Bien. Et bien alors, du coup, en conclusion, ce que vous avez pu remarquer, bien sûr, c'est que nos systèmes d'information, ils sont perfectibles et que la montée en compétence de ces systèmes est nécessaire et urgente. Vous pouvez aussi constater que par l'intermédiaire de la mini-enquête que l'on a réalisée en amont de ce webinaire, il est possible de recueillir des informations qui sont des informations essentielles et rapidement, puisque cette enquête a été réalisée sur une durée de 3 semaines. Sans prendre beaucoup aussi de votre temps, c'est-à-dire faire en sorte que cette mini-enquête soit faite de façon à répondre rapidement pour vous et de ne pas vous prendre énormément de temps parce que bien sûr des enquêtes et des mails, on n'en reçoit que trop. Nous souhaiterions du coup vous proposer, pour ceux qui le désirent bien sûr, de constituer une mailing list afin de faire, et j'espère pas trop, mais quelques mini-enquêtes, si besoin, pour faire avancer les discussions avec du coup les différents organismes, je le répète, l'Agence du numérique en santé, la Caisse nationale d'assurance maladie et les éditeurs via Avec Santé. Et bien sûr, en effet, pour mettre en place un tel dispositif, qui nous permettrait d'être au plus juste des propositions et d'accélérer les négociations. C'est-à-dire, vous l'avez bien vu, quand on échange au sein d'une réunion avec ces différentes organisations, souvent on amène des propositions et puis il y a d'autres questions qui émergent. La question, c'est pas à nous de donner réponse à ces questions individuellement, mais au contraire, il faut que l'on puisse sonder les utilisateurs et cette mailing list, serait une opportunité. Pour ce faire, nous vous ferons parvenir un mail afin que les personnes qui sont intéressées puissent se signaler et puissent participer après derrière via ces mini-enquêtes aux discussions que l'on peut avoir avec les différents organismes. Je rappelle aussi bien sûr que le replay de ce webinaire va être disponible dès la fin et que le lien vous sera envoyé par mail. Et puis, du coup, on tient, Étienne et moi-même, à vous remercier beaucoup pour votre participation et pour votre présence nombreuse en ce mois d'août pour ces échanges que l'on a réalisés ensemble. Et j'espère qu'on pourra tous se retrouver au sein des rencontres de Bordeaux qui sont repoussées donc le 31 mai et le 1er juin et qu'on aura l'occasion au sein d'un atelier d'échanger sur l'avancée de ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Bon après-midi. Et on est dans le timing. Ouais. 40 minutes. 5 minutes d'avance. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir.